on va parler de la France. Vous avez un exemple d'action que vous avez mis en place qui me passionne. Imaginez qu'un jour, des opprimés participent à un projet universitaire. Clairement. Avec une place partagée. Oui. C'est possible. Clairement. C'est pas une utopie. Non, pas une utopie. C'est pour ça que notre projet a été étudié pour les Allemands, pour les Américains, Nord-Américains, etc. Depuis de 106 ans qu'on avait commencé à engager la population dans le projet, qui originellement a été un projet de santé communautaire, originalement. Mais la présence des habitants avait transformé le projet d'un projet de santé communautaire, de santé mentale communautaire, en un projet de développement communautaire. Parce que les habitants disent, oui, pour nous c'est très important l'aspect santé, mais c'est beaucoup plus important avoir la lumière dans la rue, avoir l'aménagement de l'espace urbain, avoir le transport public. Et ça, nous avons forcé à sortir de notre place de professionnels de santé pour travailler ensemble. Ça, c'est la transformation de notre équipe. Mais, une fois qu'on avait plusieurs crises qui ont été vécues dans notre projet, la présence des habitants dans le centre, l'espace concret, a été aussi forte que finalement la direction, la gestion de le projet a été une assemblée de professionnels et des habitants, tout ensemble, comme le maximum d'autorité. Et ça, c'est très difficile d'être accepté pour l'université, parce que j'étais le directeur, payé pour l'université, et je dois aller dire, écoute, ça va, mais c'est l'Assemblée qui décide. Et ça, c'est vraiment difficile. Alors, finalement, on avait arrivé avec les habitants à créer une espèce de réglementation, quelque chose comme ça, de comment on prend la place de pouvoir. Parce que comme c'est une assemblée complètement ouverte, on avait constaté qu'il peut arriver quelqu'un et dire « je veux ça » et tout changer. Alors, il y avait tout un an de discussions pour normatiser cette histoire. Et finalement, ça avait été installé comme une assemblée de décisions conjointes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que vous savez, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, quand je vous écoute parler, il y a comment on crée l'université dans la vie de son territoire. Il y a la deuxième chose, vous savez, on parle, je sais pas, de living lab maintenant. C'est ces espaces où on se dit si l'université avait son living lab, c'est-à-dire comment on fait rentrer l'habitant dans l'université pour en faire l'air fraîche. Voilà. Et puis il y a aussi cette question du rapport de l'université à la précarité et puis alors en plus vous rajoutez la santé mentale. Oui, tout ça est bien compliqué mais passionnant. Super compliqué. Et à tel point que finalement, je peux dire, peut-être autour de la première dizaine des années, on avait défini le programme comme 3 pivots. Un, c'est la santé communautaire. Ça veut dire que c'est un centre de santé, avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, tout ça. Dans l'université ? Dans le centre. Dans le centre, d'accord. Dans le centre. Le centre, c'est une maison. Oui. Qu'on avait aménagé avec les habitants, parce que c'est un état complètement impossible. Ça, c'est un des pivots. L'autre pivot, c'est le développement communautaire. Ça veut dire qu'ils sont tous les projets de les habitants avec les professionnels ou tout seuls pour améliorer. Il y avait des ateliers d'office pour les gens, il y avait des choses de transmission de savoir de l'ancien habitant
le plus jeune, il avait plusieurs de choses. Des choses de l'écologie, des jardins communautaires, tout ça. Et le troisième pivot, c'est ce qu'on avait appelé de capacitation-action. Ça veut dire qu'il avait des formations interdisciplinaires pour les étudiants de dernier moment de son étude, de médecine, anthropologie, psychologie, partout, même architecte, urbaniste, tout ça. Mais à la fois, c'est la formation des habitants pour les étudiants, parce qu'ils sont les habitants qui viennent entraîner à les étudiants de qu'est-ce que c'est la vie d'une communauté, d'un quartier. Alors, la première crise importante qu'on avait avec la mairie, c'est qu'on avait développé une grande rencontre de santé publique pour discuter la santé primaire avec un regard social. Et on nous avait appelé à faire une présentation. Bien sûr, on va arriver avec les habitants. Mais le comité scientifique dit non, mais ça c'est seulement pour les professionnels. On dit bon, alors on va aller, parce que sont eux qui connaissent finalement, ils avaient fait une présentation pour les médecins, pour les infirmières, pour les psychologues, qui était étonnante. Alors, je dis, bon, c'est le processus qui commence à ouvrir ce type de possibilités. Ouvrons les portes de l'université française pour faire entrer la psychologie communautaire. Je vais vous demander pour conclure, derrière cette caméra, oui. Imaginons qu'il y a les enseignants en anthropologie, en géographie, en médecine, je ne trouve pas de nom, peut-être en urbanisme, etc. Je ne sais pas ce que j'ai listé. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de faire de l'université française une université de la santé communautaire? Une chose que j'avais appris avec les habitants. Je vais vous dire, écoute, je vous invite à manger ensemble avec les habitants du quartier pour mieux connaître comment est-ce que c'est la vie dedans. Alors, vous pouvez avoir des idées de comment profiter des savoirs des habitants pour mieux entraîner les étudiants. C'est ça qu'on avait fait. Eh ben, on se donne rendez-vous au pied de chaque université française pour organiser le repas des habitants des universités. Tiens, quelle belle idée pour faire en sorte que, grâce au témoignage des habitants, l'évolution des cursus se fasse par la parole. Oui. Écoutez, je tiens vraiment à vous remercier pour ce court entretien autour de la psychologie communautaire. Merci à vous. Non, merci à vous pour votre gentillesse. Merci. Merci.